Les véhicules à roues sont une spécificité bien française, des premiers véhicules Berliet et Panhard de l'entre-deux-guerres aux Griffon et Jaguar d'aujourd'hui, l'armée française en a toujours été équipée. Et c'est l'un d'entre eux dont nous allons parler aujourd'hui avec le démonstrateur véhicule extraordinaire, plus connu sous le nom de Vextra. A mon habitude, je tiens bien sûr à remercier la communauté LASD ainsi qu'un nouveau partenaire de la chaîne, la communauté FTTS, French Tank Resources, pour le soutien que ces deux communautés apportent dans la réalisation de ces vidéos. La communauté FTTS est, elle, spécialisée dans le matériel français de tout genre et de toute époque. Si vous recherchez des informations sur un véhicule français, c'est clairement l'un des endroits idéaux. Vous retrouverez leur Discord dans la description. Durant la seconde moitié des années 80, l'armée française lance un programme de développement d'un véhicule fondé sur la mobilité, la modularité et la puissance de feu. Ce programme sera nommé VBM pour véhicule blindé modulaire. Un cahier des charges est donc établi par l'état-major de l'époque, et le véhicule devra répondre aux critères suivants. Avoir la mobilité stratégique d'un camion, être en mesure de se déplacer à haute vitesse, entre 100 et 120 km/h, ne devra pas générer de nuisances sonores ainsi que de dégradation des infrastructures, et disposer de la mobilité tactique d'un char. Au vu des prérequis, le choix d'un véhicule à roues semble évident. L'armée française avait déjà pris cette option dans les années 70 en mettant en œuvre l'MX-10 RC, roue canon, et le VAB, véhicule de l'avant blindé. L'objectif de ce véhicule sera d'accompagner et d'appuyer les chars de bataille et notamment le Leclerc au front. Il est donc indispensable que celui-ci dispose de performances de mobilité au minimum semblables à son homologue blindé. Les évolutions technologiques de l'époque permettent en effet la conception d'un tel véhicule, la pneumatique ayant fait d'énormes progrès en étant à la fois plus souple et plus résistante qu'auparavant. Afin d'en exploiter le plein potentiel, un dispositif de gonflage centralisé permettra l'ajustement rapide des pressions aux conditions de roulement et ainsi de descendre la pression au sol à équivalence de celle d'un char. Ce véhicule étant destiné à combattre au front, l'équipage devra être en mesure de vivre et combattre au moins 24 heures au sein de celui-ci en cas de menace NBC. Ce paramètre entraînera un accroissement de la taille de l'ordre de 50% par rapport au véhicule passé. Le facteur économique rentre également en compte, la logistique devra être simplifiée et à bas prix. Pour répondre à ce critère, il sera décidé d'exploiter de nombreux produits issus de l'industrie poids lourd, ainsi que le principe de modularité pour maintenir une base commune. Les contraintes une fois fixées, les travaux de conception commencèrent donc en 1992. L'objectif est de concevoir un démonstrateur technologique capable de répondre à ces différentes contraintes, parfois contradictoires. Ce démonstrateur prendra l'appellation Vextra pour véhicule extraordinaire. Vous l'aurez compris, au vu des exigences du cahier des charges, les attentes résident surtout dans le châssis, l'armement passant au second plan. Et c'est en un temps record que les ingénieurs de GIAT vont le concevoir et le produire. Sorti des ateliers moins de 2 ans après le début de son développement, il verra pour la première fois le terrain d'essai de Satori le 7 mars 1994. Différentes solutions ont été trouvées lors de la conception pour répondre à ce cahier des charges complexe. D'une longueur de 8,56 m pour une largeur de 3,36 m et une hauteur de 3,45 m, le Vextra est en mesure de se déplacer de façon autonome, sans escorte, sur l'ensemble des infrastructures routières en conformité avec la législation. Pour la mobilité, c'est à l'aide d'un moteur diesel V8 Scania développant 600 chevaux qu'il sera en mesure de mouvoir ses 24,5 tonnes à vide et 27 tonnes en ordre de combat, soit un rapport poids-puissance d'environ 22 chevaux par tonne. Ce moteur lui procurera une vitesse maximale théorique de 120 km/h et une autonomie de 800 km, validation donc de l'aspect mobilité stratégique d'un camion, ainsi que de la capacité de haute mobilité. En parallèle, celui-ci sera couplé à une boîte automatique à 7 rapports HS227 de la firme Renk, ainsi qu'une transmission en H. La direction, elle, s'effectuera grâce aux 2 essieux avant, accompagnés d'un différentiel central, piloté pour réduire le rayon de braquage. Celui-ci passera sous la barre des 15 mètres, répondant à la demande de mobilité tactique d'un char. Pour compléter le tout, les pneumatiques Michelin 1400 R22 seront équipés d'un système de suspension oléopneumatique, très en vogue sur les véhicules français à roues nommé Siegon. Ce même système de gonflage centralisé des pneumatiques servira à ajuster la pression au sein des pneumatiques pour l'adapter au terrain. Paradoxalement, c'est ce même système qui sera son principal inconvénient, des systèmes hydrauliques complexes qui, selon les techniciens de l'époque, étaient un vrai cauchemar de plombier. La coque du châssis, elle, sera intégralement réalisée en alliage d'aluminium 7020, recouvert de tôle en acier THD très haute dureté Mars 240. Ce blindage est équivalent à la norme OTAN AEP 55 Stanag 4569 de niveau 4. A travers l'ensemble de ces solutions, les ingénieurs de GIAT ont su répondre à ce cahier des charges exigeant en offrant à la fois un véhicule dernier cri et performant.
Pour accompagner ce châssis performant, plusieurs tourelles et compositions d'armement seront testées et proposées. Lors de la conception initiale, le Vextra fut équipé d'une tourelle monoplace Dragar dotée du canon à double alimentation M811 de 25 mm. Cette version du Vextra sera présentée à l'Eurosatory en juin 1994. Pour la petite anecdote, cette tourelle est la prédécesseur de la Tarasque, actuellement en service sur le VBCI. Après plusieurs essais sur terrain, il fut décidé de surélever la tourelle. Cette modification sera la première modification majeure du châssis. Plusieurs sessions de test eurent lieu de fin 1994 à septembre 1996, le châssis équipé de la tourelle Dragar démontrant des performances bien supérieures à ce qui était attendu. Ces résultats eurent pour effet de conforter les ingénieurs de GIAT dans leur projet de mise en place d'une tourelle plus lourde dotée d'un armement bien plus puissant. En 1996, la tourelle TK105 de la MX-10RC fut proposée, mais non retenue, celle-ci étant jugée trop compacte. C'est donc la TML105 qui fut retenue. En conception depuis les années 80, elle est une version dérivée de la TK105. Le châssis subira donc sa deuxième modification importante avec une découpe de la caisse pour laisser la place à l'anneau de tourelle. La TML105 sera installée en mars 97. Plus large et plus longue que la TK105, elle disposera d'un canon CN105G2, version améliorée du CN105F2, présent sur la MX-10RC. Le tireur sera équipé d'un contrôle de tir SOPTAC 11 infrarouge et disposera d'un zoom x8, celui-ci en option. Sa lunette de tir sera une TJN2 90, également équipée d'un module infrarouge, le commandant lui équipé d'une optique TJN2 71, dotée d'un intensificateur de lumière. L'inconvénient majeur de cette version de la tourelle est le manque d'une capacité de tir en mouvement, son système étant similaire à la MX-30B2 et la MX-10RC avec une introduction automatique des paramètres de tir après télémétrie. Des adaptations seront également réalisées sur des véhicules étrangers à des fins expérimentales avec le CV90-105 suédois ou le Mohawk Piranha 10x10 suisse. Cette tourelle fera ses preuves et démontrera son efficacité lors de divers tests effectués à Capieux, Canjuers, Satori et Biscarrosse. Les ingénieurs de GIAT travaillant d'arrache-pied sur la tourelle décidèrent en 1997 d'améliorer celle-ci, notamment au niveau des optiques et des optroniques. Cette version entraînera une refonte de la carapace de la tourelle pour obtenir un standard Stanag de niveau 4. Le masque du canon sera retravaillé, supprimant de fait l'emplacement destiné à la caméra thermique. La conduite SOPTAC 11 IR sera remplacée par la conduite de tir Savant 15, ajoutant de fait une stabilisation de la tourelle sur 3 axes, une vue thermique ainsi que la capacité de tir en mouvement sur cible fixe ou mobile. L'optique commandant passera de la TJN2 71 à l'épiscope M389 à rotation indépendante de celle de la tourelle. On y ajoutera également une ligne de visée stabilisée. Dans cette configuration, l'optique sera nommée Viggy 15. Pour compléter le tout, une sonde atmosphérique sera rajoutée afin que la conduite de tir Savant 15 puisse intégrer en temps réel les paramètres de pression, d'humidité, de température, de vitesse et de direction du vent pour le tir. C'est dans cette configuration que sera réalisée la campagne d'essai aux Émirats Arabes Unis en octobre 1997. Durant cette campagne, le Vextra démontra des performances une fois encore bien supérieures à tout ce qui était prévu, au point de semer son escorte de pick-up dans le désert émirati. Malheureusement, c'est également la dernière modification que subira la tourelle TML105, cette version devenant donc la version définitive, si prometteuse mais laissée de côté. Plusieurs versions du Vextra un petit peu particulières verront également le jour, à la fois sur le papier et de façon concrète. Tout d'abord, la version Pôle, porteur léger dans les années 2000. Cette version se voyait équipée d'une tourelle reprenant l'architecture de celle du char Leclerc. Facilement distinguable par sa carapace en aluminium pour gagner du poids, elle était équipée d'un canon de 120 mm lisse, dit fer, faible effort de recul. Ce canon extrapolé du CN120-26, également du Leclerc. Ce canon avait pour particularité de disposer d'un frein de bouche ainsi que d'un ensemble frein de tir récupérateur redisposé afin de limiter l'impact du recul sur l'engin. Une autre particularité était sa capacité à atteindre 30 degrés d'élévation contre 18 degrés pour le Leclerc. Cette modification sera la toute dernière modification que subira le Vextra dans sa globalité. Le 20 décembre 2016, le Vextra arrive à Saumur dans cette même configuration pour être stocké dans le cadre d'une utilisation future. En juin 2021, le Vextra est récupéré par Nexter, puis de nouveau emmené à Satori. Après cela, plus d'informations sur le suivi du véhicule. Sur le plan international, une version sera proposée à l'export aux Émiratis avec le montage d'une tourelle de BMP3 à la place de la TML105. Cette version ne sera jamais fabriquée et restera au stade de planche à dessin.
Le Vextra fut également évalué en 1996 par les Britanniques dans le cadre du European Armored Fighting Vehicle Synopsium, où il se verra confronté au Centauro, au Fuchs et au Piranha. Malgré des résultats nettement supérieurs à ses homologues étrangers, il ne fut pas retenu. Au même titre que ceux-ci, les Britanniques préférant patienter avant de renouveler leur flotte de Warrior et de Spartan. Finalement, suite aux essais de la version pôle dans les années 2000, le projet VBM est abandonné et mis de côté, au profit du VBCI qui reprendra de très nombreux points déjà mis en œuvre pour le Vextra, tel le système de gonflage centralisé ou la transmission en H. En conclusion, le Vextra, comme beaucoup de véhicules français, s'avérera être un réel succès technologique et un démonstrateur en avance sur son temps. Ce véhicule à la fois esthétiquement magnifique et performant aura passionné son équipe de techniciens et d'ingénieurs. Malgré cela, il sera abandonné par manque d'intérêt tactique et de moyens financiers, le projet VBM étant annulé. Pour vous consoler, dites-vous que le VBCI, le Jaguar ou encore le Griffon ne seraient peut-être pas exactement ce qu'ils sont actuellement sans lui. Et voilà, il en sera tout de cette vidéo sur le Vextra. Ce véhicule étant mon véhicule favori, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo, mais également à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de celle-ci. N'hésitez pas à aller voir les partenaires de la chaîne qui sont dans la description. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo historique.